Nous sommes le 12 janvier 1990 à San Diego. Difficile d'imaginer que malgré ce cadre de vie idéal, un homme, blessé par la vie, va prendre l'initiative de se venger, et ce, de manière horrible. Eh bien salut tout le monde, nous voici aujourd'hui pour une nouvelle histoire. Avant de commencer, n'oubliez pas que je sors des vidéos tous les dimanches à 18h. Si vous aimez les histoires vraies, n'hésitez pas à vous abonner, et sans plus attendre, c'est parti. Notre homme du jour s'appelle Cleophus Prince Jr. Il est né le 24 juillet 1965 à Birmingham aux États-Unis. Dès sa naissance, il a été frappé par la pauvreté. Il vivait dans un quartier défavorisé où ce n'était pas rare de voir des règlements de compte, ou même d'assister à du trafic d'armes, de produits illicites et bien d'autres encore. C'est le genre de quartier où on ne vit pas, on survit. Malgré l'ambiance pesante, les problèmes vont continuer. 2 ans après la naissance de Cleophus, son père a été arrêté pour meurtre. Il déclare que 8 hommes lui avaient demandé de voler une cartouche de cigarettes dans un magasin, ce qu'il a évidemment refusé, et ça n'a pas du tout plu aux hommes. Dès sa sortie du magasin, les hommes lui ont sauté dessus, mais le père de Cleophus était assez costaud. Il a réussi à retourner l'une des armes contre son agresseur et l'a malheureusement tué. Il sera arrêté, il a quand même plaidé la légitime défense en expliquant que certes, il a pris quelque chose qu'il ne pouvait rendre, une vie. Mais s'il ne l'avait pas fait, c'est la sienne qui aurait été prise. Mais malgré ça, il a été condamné à une peine de 40 ans d'emprisonnement pour avoir abattu un homme. Cleophus est encore jeune, il va rendre visite à son père presque tous les week-ends et pour lui, son père s'est juste défendu. Il ne comprend pas pourquoi il a été enfermé, et en plus de ça, pour subvenir aux besoins de la famille, c'est la mère de Cleophus qui va commencer à travailler. Elle va même enchaîner 2 emplois en même temps, mais ça va être difficile pour elle. Elle ne voit plus beaucoup son enfant, et c'est d'ailleurs pour ça que c'est principalement les grands-parents qui vont éduquer Cleophus. Il sera dans un cadre familial meilleur pour grandir. À l'école, tout se passe bien, les enseignants n'ont rien à dire sur lui, mais il ne va quand même pas réussir à obtenir son diplôme. Cleophus reste déterminé, il veut échapper à son environnement, il va donc se tourner vers la Marines. Pour lui, c'est très important, il considère ça comme son biais de sortie pour espérer avoir une vie meilleure. La première année va bien se passer, les sergents diront de lui qu'il est ambitieux et motivé. La deuxième année, un peu moins, et la troisième, il sera affecté dans une base aéronavale de Miramar à San Diego, où il va travailler comme mécanicien, mais il va faire une grosse erreur. Il passera en cour martiale en octobre 1989, où il sera enfermé 27 jours en prison pour vol. À sa sortie de prison, il va prendre une décision radicale. Il décide d'emménager dans les appartements de Buena Vista Garden à San Diego. C'est une ville à la frontière entre les États-Unis et le Mexique. Et c'est là-bas que Cleophus fera la rencontre de Tiffany. C'est une jeune femme de 20 ans, elle est étudiante à l'université, elle est souriante et pleine de vie. Elle vit dans un complexe de Canyon Ridge qui se situe dans le quartier de Claremont, soit le même que Cleophus. On ne sait pas vraiment comment elles se sont rencontrées, mais ce qui est sûr, c'est que cette rencontre sera la dernière pour Tiffany. Nous sommes le 12 janvier 1990, Tiffany est dans son appartement étudiant, et elle ne se doute pas un seul instant du danger qui approche. Cleophus la surveille discrètement depuis quelques jours, il sait beaucoup de choses sur elle, il sait où elle habite, et surtout que c'est une femme qui vit seule. Il va s'approcher des appartements de Tiffany, il va croiser l'un des voisins là-bas et va lui demander un cintre en lui expliquant qu'il a verrouillé sa voiture et qu'avec un cintre, il saura la déverrouiller. À noter quand même qu'avec son passé, Cleophus est très habile de ses mains. Pour lui, rentrer par effraction, c'est quelque chose de facile à faire. Mais ça, le voisin ne le sait pas, il va lui donner le cintre, mais il sera intrigué de voir que Cleophus se dirige non pas vers le parking, mais vers les appartements. Pendant ce temps, Cleophus est devant la porte de Tiffany, il est en train de la crocheter avec le cintre, il va réussir à rentrer et se retrouver face à la jeune femme. Les deux vont commencer à se battre, mais physiquement, Cleophus est très impressionnant. Et ne laissera aucune chance à Tiffany, elle sera abattue avec plus de 45 coups de couteau, reçus sur tout le corps. Le corps de la jeune femme sera retrouvé le lendemain, dans une position assez spéciale. Elle a les mains liées, les jambes écartées. Les enquêteurs vont commencer à faire leur travail, mais les preuves manquent cruellement. Tout le quartier est sous le choc de cette attaque brutale. Surtout que personne n'a rien vu, personne n'a rien entendu. Enfin, même si on peut penser aux voisins avec le cintre, mais sur le moment, le rapprochement n'a pas été fait. Le quartier espère que ça sera le seul crime, mais 4 semaines plus tard,
la police sera de nouveau contactée dans le quartier de Clermont et dans l'appartement de Buena Vista, une jeune étudiante de 21 ans nommée Janine Marie Wenwood. Dans la matinée, Janine venait de déposer sa colocataire au travail. C'était une jeune femme assez brillante et très professionnelle. Elle était très engagée pour aider les autres. Mais le soir du 16 février 1990, sa colocataire attendait que celle-ci vienne la rechercher au travail, mais elle n'est jamais venue. En arrivant à son appartement, elle découvre le corps sans vie de Janine. Elle aurait reçu plus de 30 coups de couteau et a été abusée sexuellement. Ses mains étaient liées et les jambes écartées. Il y avait du sang partout. Exactement le même procédé que Tiffany Schultz juste avant. C'est le deuxième meurtre dans le quartier et la communauté commence à prendre peur, surtout les femmes, en vue du procédé horrible que le meurtrier utilise. La police pense que c'est le même homme, cette manière particulière de poignarder que les enquêteurs appellent le piquerisme. C'est un mode d'attaque particulier, mais grâce à ça, la police va faire la relation entre les meurtres. Et pour eux, l'homme recherché est un vrai psychopathe. La police va relever les ADN sur les lieux, mais toujours pas de suspect en vue. Mais cette fois-ci, tout le monde est sur ses gardes, la ville est sous le choc. Mais 6 semaines plus tard, un autre meurtre vient d'être découvert. Le 3 avril 1990, c'est le corps de Holly Suzanne Tarr qui est découvert. Elle avait 18 ans et habitait dans les appartements de Buena Vista. Le même procédé, sauf que cette fois-ci, un témoin a vu quelque chose. Et ça va aider grandement les policiers. Ils vont pouvoir faire un portrait robot de l'homme. Ils savent approximativement la taille, la carrure et la couleur de l'homme, et vu que les meurtres se sont déroulés presque tous au même endroit et de la même manière, la piste d'un tueur en série est mise en avant. La police avait bien un profil, mais c'est encore trop léger pour trouver le tueur. Ils vont enquêter sur les activités de la jeune femme décédée et vont découvrir qu'elle avait été à la piscine locale avant son décès. Une feuille de présence sera sur les lieux et dessus, il y avait un nom qui ressemble au profil décrit par le témoin oculaire, celui de Cléophus Prince Junior, qui vivait exactement au même endroit que les victimes. La police avait enfin une piste potentielle. Cléophus sera interrogé, mais il dira qu'il ne sait rien du tout. Mais quand la police va lui demander de donner un peu de son sang ou bien ses empreintes digitales, il va refuser. Mais avec ce refus, la police commence à avoir de gros doutes et pense tenir son fugitif. Mais sans preuve, c'est compliqué d'agir. Ils vont donc le surveiller de loin et se renseigner sur lui. C'est là qu'ils vont découvrir qu'il a été renvoyé de la Marines pour vol. Et pendant l'enquête, ils ne vont pas s'apercevoir que Cléophus a déménagé, et malheureusement, sa trace sera perdue. 9 mois plus tard, la réputation du tueur de Clermont commence à s'estomper. Les attaques semblaient s'être arrêtées. Sauf que le 13 septembre 1990, la police sera de nouveau appelée au domicile de Pamela Gay Clark, 42 ans, et de sa fille Ambre Clark, 18 ans. Les enquêteurs arrivent sur place et vont découvrir Pamela allongée sur le sol près de la porte d'entrée, et Ambre, sa fille, qui est allongée au bout du couloir. Les deux ont été poignardés. Les deux sont décédés. Un détail va choquer les enquêteurs. La position du corps de Pamela, qui est positionnée de la même façon que les victimes de tueurs de Clermont. On pense qu'elle était sous la douche quand ça s'est produit, ses cheveux sont encore mouillés. Elle était nue. Il y avait une traînée de sang de la salle de bain jusqu'à la porte d'entrée. Ambre, elle, revenait des cours. Elle n'était pas la cible de base, elle était juste arrivée au mauvais moment, au mauvais endroit. Pendant que la police fouille la maison en quête de preuves, ils ont remarqué la disparition de l'alliance de Pamela. Mais ils ignorent que le temps presse. Le tueur de Clermont a déjà une nouvelle proie en vue. Géraldine vivait à côté de Clermont. Elle avait entendu vaguement ce qui se passait là-bas, mais elle n'a pas vraiment prêté attention. Sachant qu'elle était fiancée et que le tueur s'attaquait principalement à des femmes célibataires, elle se sentait en sécurité avec celui-ci. D'ailleurs, son mariage approchait, elle avait autre chose à penser. Un jour, alors que Géraldine avait passé la matinée à la salle de musculation, elle est rentrée comme à son habitude, elle s'est déshabillée, direction la salle de bain pour prendre une bonne douche. Après le sport, y a rien de mieux. C'est le moment le plus agréable, sauf que quelque chose va vite l'interpeller. Elle est sous la douche et elle entend un bruit de clic à plusieurs reprises. Elle décide de jeter un œil et c'est là qu'elle aperçoit un homme avec une corpulence assez forte, mais surtout qui est en train d'essayer de faire sauter sa serrure d'une manière très agressive. Géraldine comprend très vite que cet homme lui veut du mal et sans perdre une seule seconde, elle va enfiler son survêtement.
Le premier qu'elle trouve, elle va ensuite s'échapper de son appartement. Elle a commencé à courir en direction de son voisin. Une fois alertée, le voisin est revenu avec elle devant sa porte. L'homme était encore en train d'essayer de crocheter sa serrure. Sur le moment, Géraldine précise qu'elle ressentait beaucoup de peur. L'homme qui était devant elle n'était pas forcément grand, mais il était très musclé, avec un regard glaçant. Une fois pris sur le fait, l'homme a couru vers sa voiture et a pris la fuite le plus vite possible. Pendant un instant, Géraldine et son voisin ne se sont pas parlé. Ils étaient figés devant une telle scène, et après quelques secondes, le voisin lui a dit « Je pense que tu viens d'échapper à quelque chose d'affreux et que cet homme est le tueur de Clermont. » Cette phrase a glacé le sang de Géraldine. Elle a immédiatement appelé la police. C'est la première fois qu'une personne est confrontée en face à face avec le tueur. Mais le problème reste le même. Ils n'ont aucune preuve, même si le profil correspond, ils ne peuvent rien faire. Mais c'est le lendemain que l'enquête va faire un énorme bond. Géraldine part à son travail, elle sort de sa voiture et va tomber sur la personne qui a essayé d'entrer de force chez elle. Elle ne pouvait pas croire ce qu'elle voyait. Elle a immédiatement appelé les enquêteurs qui lui avaient laissé leur carte de visite. Ils vont débarquer le plus vite possible et appréhender l'homme, et dans la voiture, on retrouvera des gants, des couteaux et une corde. Il sera arrêté dans un premier temps pour avoir essayé de cambrioler la maison de Géraldine. La police a enfin appréhendé l'homme de 24 ans, fanatique de musculation, Cléophus Prince Junior. Mais même si les tueurs sont sûrs d'avoir appréhendé le tueur de Clermont, ils n'ont toujours pas assez de preuves contre lui, et malheureusement, il sera relâché. Mais la police n'a pas dit son dernier mot. Ils vont faire plusieurs perquisitions, et ils vont retrouver l'une des bagues des victimes chez la petite amie de Cléophus, et à partir de là, les choses vont s'accélérer. Il sera de nouveau arrêté et sera contraint de donner un échantillon d'ADN. Et là, même si la police s'en doutait, les échantillons prélevés sur les lieux du crime sont les mêmes que ceux donnés par Cléophus. Un témoignage qui prouve aussi la culpabilité de cet homme, c'est celui de ses voisins. Lors d'une discussion, il aurait dit « Vous savez ce qui est plaisant, prendre une femme et l'emmener dans sa baignoire, l'attacher et avoir des rapports sexuels avec et la laisser. » Et ça ressemble beaucoup au procédé du tueur de Clermont. L'homme est emmené devant le juge et pendant le jugement, un autre crime sera ajouté, celui de Eliza Naomi Killer, 35 ans. L'un de ses bijoux a été retrouvé lors d'une perquisition et le mode opératoire est très ressemblant à celui de l'homme. Mais vu la distance entre le quartier de Clermont et le lieu où avait été tuée Eliza, le rapprochement n'a pas été fait. Pendant le procès, Cléophus a écouté en silence toutes les accusations qui étaient retenues contre lui. Il n'a pas dit un seul mot. Et finalement, une fois que le juge annoncera la sanction, qui sera évidemment la peine de mort, il va se lever, il va regarder la famille des victimes droit dans les yeux, et va leur dire « Je n'ai tué aucune de vos filles. Je ne sais pas ce qui se passe ici, mais tous les médias m'accusent. J'ai pu voir les photos de vos filles, et je ressens beaucoup de peine pour vous. J'ai pleuré intérieurement, mais je ne les ai pas tuées. » D'ailleurs, il a tenu le même discours à ses amis qui le rendaient visite au parloir. Il n'a jamais avoué ses meurtres et il précise qu'il dort sur ses deux oreilles la nuit. D'après les enquêteurs, ce n'est pas rare de retrouver de tels propos chez les tueurs en série. Ils aiment mentir et ça provoque chez eux un sentiment de contrôle et de domination. Pour ce qui est des motivations de Cléophus, on pourrait penser qu'il détestait les femmes blanches, les voir heureuses alors que lui avait une vie qui était loin d'être heureuse, surtout son enfance. Mais vu qu'il reste sur ses positions, on ne saura jamais réellement la vérité. Cléophus Prince Junior a quand même essayé de faire appel en affirmant qu'une couverture médiatique avait créé une culpabilité de groupe. Mais la Cour suprême a refusé son appel en 2007. À l'heure actuelle, il purge sa peine dans le couloir de la mort, dans la prison d'État de Saint-Quentin. Nous voici sur cette fin de vidéo, j'espère que l'histoire vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé et à vous abonner si le contenu vous plaît. Mais n'oubliez pas, le plus important, c'est tous les dimanches à 18 h sur la page de Ishkim. Et sur ce, c'est ciao!